J'écoutais hier Jean-Luc Nancy parler du roman et il disait qu'il n'y a d'autre théorie du roman que le roman lui-même. C'était d'ailleurs une citation, je crois, de Frédéric Schlegel, parce que du coup, dans la nuit, j'ai fait toutes sortes de recherches très intéressantes. Et ça m'a vraiment euh, parlé dans le sens où, pour moi, il n'y a pas de, j'écris pas de livre qui ne me soit pas indispensable. Je me demande jamais et maintenant, il faut que tu écrives un nouveau livre. Je ne trouve pas ça souhaitable. Je trouve de toute façon qu'il y a plutôt trop de livres. Et je ne trouve pas indispensable de publier un livre tous les 2 ans, tous les 3 ans, je sais pas, même. Je pense qu'il faut écrire les livres qui sont, de toute façon, enfin, sinon préécrits, mais presque préécrits. Je pense que je suis sur Terre pour écrire un certain nombre de livres. Et encore faut-il qu'il surgisse. Et ce livre-là, Dans les yeux des autres, est un livre pour moi vital, indispensable, que j'ai porté effectivement longtemps, qui est, comme vous le disiez, Christine, la résultante de tous les livres précédents, mais je pourrais presque dire que dans une progression d'œuvres, quelle qu'elle soit, un livre est toujours la résultante de tous les livres précédents, de toute façon. Enfin, il peut y avoir des livres d'écart, enfin, qui sont un pas de côté, mais fondamentalement, chaque livre que j'ai écrit, j'ai toujours eu le sentiment il faisait la synthèse de l'ensemble des autres et que le prochain serait, s'il y en a un, jamais, serait encore la synthèse de tous les anciens et de celui-ci. D'où ça vient quand même, je voulais écrire un roman politique presque depuis enfin, toujours, c'est exagéré, mais enfin en tout cas depuis très longtemps. Mais peut-être même depuis toujours, dans la mesure où quand j'ai écrit enfin, pas quand j'ai écrit, quand j'ai commencé à écrire ma thèse dans les années 74-75, le sujet c'était être écrivain et journaliste, l'intérieur et l'extérieur, la production littéraire dans son rapport au monde. Donc cette question du rapport au monde de l'écrivain, l'intérieur et l'extérieur, le monde et soi, l'imaginaire, la création, l'intime et la politique, ce que produit le monde et quelle place on occupe dedans, a toujours été au cœur de mes questions en tout cas, donc de ma démarche. Donc, il est venu quand après des années de sarkozysme qui ont quand même aiguisé, radicalisé, amplifié mon interrogation sur qu'est-ce qu'on pouvait bien avoir à dire et à écrire. Et j'écoutais dans un autre registre il y a quelques jours Ludmila Olyskaya qui parlait à la radio des raisons qui l'avaient poussée à écrire Le Chapiteau Vert. Et elle disait Le Chapiteau Vert, qui est une synthèse pour moi de tous ses livres précédents, enfin on ne va pas faire d'exposé sur Le Chapiteau Vert, mais enfin, j'ai une grosse tendance à parler des livres des autres quand on me demande de parler des miens, c'est presque un symptôme en fait. Donc elle dit j'ai écrit Le Chapiteau Vert comme une commande. Alors on lui dit comment ça une commande? Et oui, elle dit une commande de moi-même. Parce qu'il me semblait qu'il y a toute une génération, la génération des dissidents, disait-elle, qui n'a pas été comprise, dont la pensée n'a pas été transmise. On voit ce qui se passe en Russie en ce moment et on voit bien que toute cette pensée humaniste a été reléguée. Et elle disait donc j'écris ce livre pour raconter à ma manière, et je peux dire exactement la même chose dans les yeux des autres. J'écris ce livre pour raconter à ma manière cette histoire des années 70 qui est tellement, à mes yeux en tout cas, dénaturée, défigurée, simplifiée, c'est tellement vrai que, comme le livre est déjà paru depuis quelques semaines, où que j'aille, la première question qu'on me pose, c'est alors vos désillusions. Et, et on pourrait dire la même chose à Ludmila Olyskaya d'ailleurs, mais c'est pas du tout ça dont il s'agit. D'abord, j'ai horreur de ce mot, de toute façon. Enfin, ça ne veut pas dire que je l'emploie jamais, mais j'ai horreur de ce mot comme enjeu politique. C'est pas de désillusion, c'est de transmission. Alors, peut-être que la désillusion et la transmission, c'est pareil, mais je crois pas. Il y a des écrivains qui disent qu'ils écrivent pour eux et qu'ils écriraient sur une île déserte. C'est d'ailleurs peut-être le cas, et peut-être même que je le ferais, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas mon jusqu'à nouvel ordre. Je ne suis pas sur une île déserte et je suis au milieu de mes concitoyens, et même plus que des concitoyens, je suis au milieu des autres humains parce que je n'ai pas tellement une passion pour ce mot de concitoyen non plus. Et donc quand j'écris et quand je pense
quand je rêve et quand je me mets en colère, c'est avec les autres, éventuellement contre les autres. Et, et, oui, il y a une confrontation. Alors, dans ce livre, les autres sont là, dans les yeux des autres. C'est une manière de, de, de programme. C'est une manière de programme à plusieurs niveaux. D'abord, dans le sens où je crois à un roman ou à une écriture démocratique, c'est-à-dire qui est, comme pour l'histoire moderne, du côté des faibles, du côté des fragiles, du côté des vulnérables, du côté de ceux, on va dire, de ceux d'en bas, pour parler simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument à contre-courant pour moi. Moi, je le vois comme ça. Et donc c'est la première chose. Dans les yeux des autres, ça veut dire que tout le monde a les yeux à la même hauteur, comme dans un dessin animé, et on se voit dans les yeux des autres. On est dans un monde quand même où on ne se regarde pas, où on ne regarde pas les visages quand on est où qu'on soit, dans les transports étant le meilleur exemple de ça. On voit que les gens ont peur de se regarder, ne veulent pas se regarder, ou alors se regardent d'une manière comment dire, hiérarchique ou consommatrice finalement, ce qui est le contraire pour moi de l'humain, et on est complètement contaminé par ça. Dans le livre, il y a 4 personnages, effectivement principaux, 5, disons 5, éventuellement après il y en a 2 ou 3 autres, mais on va partir de là. Donc il y a 2 sœurs, Anna et Molly, Jacob, et leurs 2 amants, donc Boris Yankel et Marek Meursault. Et donc le point de départ, puisqu'à partir de ce point de départ technique, donc je vous disais, je voulais écrire un roman politique et intime et politique. J'ai écrit 52 ou la seconde vie. J'avais déjà ce projet de rendre compte de la vie sociale d'un certain nombre de femmes confrontées à la violence politique ou la création plus généralement. Et donc là, je me demandais comment faire. Depuis longtemps, je pense que le roman traditionnel, le roman linéaire, celui qui est tellement en vogue aujourd'hui, pour moi, il n'est pas intéressant, il est dépassé. Et si on y revient avec tellement de force au niveau du marché, au niveau des vrais lecteurs, on ne peut pas ne pas être écœuré et démoralisé par cette réinvasion de livres qui sont tellement de divertissement qu'ils en deviennent illisibles, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Et je pense pour beaucoup de gens qui aiment lire, c'est affreusement ennuyeux. Et donc pour moi, on vit dans un monde explosé, extrêmement complexe, et on ne peut pas en rendre compte où les valeurs politiques, sociales sont extraordinairement complexes aussi, donc on ne peut pas en rendre compte avec un roman linéaire, traditionnel, où le début au début, le milieu au milieu et la fin à la fin. On est obligé de revenir aux réflexions des modernistes, de Virginia Woolf, de Joyce et des autres, qui disaient, certes les romans, il y a un milieu, un début et une fin, mais pas forcément dans l'ordre. Et c'est parce que sinon, c'est comme en peinture, on n'arrive pas à rendre compte de la profondeur de la question de la temporalité et de toutes les avancées qu'il y a eu dans la science, dans la pensée. Et on sait qu'aujourd'hui, le temps n'est justement pas linéaire. On sait que les relations entre les individus, elles ne sont pas d'extérieur à extérieur. On sait qu'il y a des flux de pensée, on sait qu'il y a des tropismes, on sait qu'il y a la psychanalyse, on sait qu'il y a la théorie de la relativité, et tout ça influe sur ce qu'on écrit. Donc, je me suis dit, comment je fais ? Et je me suis à ce moment-là souvenue du rôle qu'avait joué dans ma vie un roman de Doris Lessing qui s'appelle Le Carnet d'or, qui est en fait assez peu lu aujourd'hui, comme l'œuvre de Doris Lessing dans son ensemble, même si elle a eu le prix Nobel, elle reste, elle est assez mal connue dans ses romans les plus forts justement. Et Le Carnet d'or en est un. Donc dans Le Carnet d'or, il y a une femme qui s'appelle Anna Jacob, qui est écrivain, qui a écrit un roman qui a eu beaucoup de succès, qui a été une militante politique, qui en est revenue parce que la manière dont le Parti communiste s'est comporté l'a révoltée et l'a indignée. Et elle se trouve, au début du roman,
avec son amie Molly, en train de discuter dans un appartement de leur destin, de leurs avenirs et de l'état du monde. Et elle va recomposer, en une forme d'anamnèse finalement, son histoire à travers un certain nombre de carnets. Et je me suis dit, c'est très intéressant, c'est plus qu'intéressant, c'est exaltant de partir avec exactement les mêmes prémices, donc une méthodologie, une militante politique, que je vais appeler de la même façon, comme ça je ne cache pas mon jeu, tout est exposé, on en fait ce qu'on veut, une militante politique qui a été écrivain, qui a eu beaucoup de succès, qui a écrit un roman qui l'a fait connaître et qui est tombé ensuite dans une profonde dépression parce que le monde avait changé, le Parti communiste avait fait ce qu'il avait fait et qu'elle conservait ses valeurs exactement comme Anna Jacob, mais qu'elle ne savait plus comment faire pour les rendre pertinentes, effectives dans le monde. Et une fois que j'ai mis en place mon dispositif, et c'est là où ça a marché tout seul, donc j'ai tout de suite oublié évidemment le carnet d'or, Doris Lessing, d'autant que mon écriture, que ce soit pour le déplorer ou en être contente, est très différente et que je ressemble pas tant que ça à Doris Lessing, et qui est beaucoup plus assertive que moi, mais je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Quand elle reçoit son Nobel et qu'elle revient du marché avec ses poireaux et qu'elle dit la bonne blague, vous m'en direz tant, il a fallu attendre que j'ai 90 ans. Je l'adore, elle a un humour, on a en commun en tout cas, c'est ce regard ironique, et bon. Mais on est très différentes. Et donc ensuite, c'est parti tout seul. Il y avait Anna, assez déprimée, c'est vrai, avec ses carnets, qui recomposait son histoire sentimentale, politique et familiale. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Le tissage, il vient de l'importance de l'idée de transmission. C'est la première chose. Pour moi, il y a l'atelier du peintre, il y a l'atelier de l'écrivain, il y a même l'atelier de musique aussi, dans tous les domaines d'art. Parlons du théâtre, de la troupe, du cinéma, l'équipe. Dans tous les arts, il y a de la transmission. Les cinéastes filment à partir des images, des films, non pas des paysages qu'ils ont vus, mais des films qu'ils ont vus. Et les écrivains écrivent à partir des livres qu'ils ont lus. C'est une erreur réaliste, moderne et assez sotte de croire que les écrivains écrivent à partir de ce qu'ils regardent. On ne voit rien si on n'a pas un équipement déjà de mémoire. Même que Anna écrit comme dans la filiation, dans la transmission de Doris Lessing. De même, elle écrit dans une bibliothèque pratiquement. Et la bibliothèque, au sens vraiment borghésien du terme, est très importante. Dans le deuxième chapitre, qui est une scène dans une bibliothèque, pratiquement dans la bibliothèque de la maison, les livres tombent presque sur elle et s'ouvrent comme des feuilles, les feuilles s'ouvrent pas dire, mais comme les feuilles tombent des arbres. Pour moi, c'est vraiment la même image. Les livres tombent en s'ouvrant, elle en prend un, c'est un livre de Kafka, et il s'ouvre à n'importe quelle page, qui en fait n'est pas n'importe quelle page. Et moi, je fais ça très souvent, et je pense que les gens du livre, dont nous faisons partie, vous et moi, ont ce rapport au livre. Ils pensent que les livres leur parlent, qu'eux-mêmes parlent au livre. Et quand j'ouvre un livre, je le fais très souvent, c'est un dialogue qui s'ouvre et je pense que le livre s'est ouvert exprès pour me dire quelque chose. Alors, on a des grandes compagnies, et, des compagnons préférés, et c'est vrai que dans mon cas, c'est des femmes le plus souvent, mais pas non plus Kafka n'est pas réputé. Malgré son nom en A d'ailleurs. Et donc c'est Marina Zvetaeva, très importante, c'est Virginia Woolf, essentielle, c'est Anna Akhmatova, décisive, c'est Ludmila Ulyskaya dont on parlait, c'est aujourd'hui Alice Munro, essentielle. Et donc ça nourrit, ça rassure, et ça fait le tissu, comme vous disiez. C'est vraiment un tissu, et c'est un tissu qui est à la fois politique et littéraire. Je vous disais que c'est des références
des femmes qui ont écrit et qui dans l'ensemble sont quand même presque toujours mises sur le côté parce que c'est des femmes, c'est l'air d'être un procès d'intention, mais le fait est. Aujourd'hui, si vous regardez une rentrée littéraire, comme celle qu'on est en train de vivre, elle est masculine, je sais pas, en tout cas dans ses têtes les plus voyantes à 80%, et on n'a absolument pas le droit de le dire. C'est pour ça que je le dis. Si on le dit, on dit bon, pas du tout, il y a une telle, comme il y a 40 ans, comme à l'Assemblée nationale en 1971. C'est, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais je t'assure, les grands livres, les grands textes, les grands écrivains sont... Il y a bien mais une femme de temps en temps, surtout si elle est jeune et jolie, mais sinon, no way, c'est pas du tout... Alors, comment ça se passe? C'est lié au fait que la légitimation littéraire, de nouveau, elle ne passe plus du tout par la mixité d'aucune manière. Et ça, on le ressent très fortement. D'une certaine façon, dans les yeux des autres, c'est presque la continuation de la marche du cavalier, bizarrement. Et ça, je m'y attendais pas du tout, je m'en suis rendu compte assez tardivement. Dans la marche du cavalier, qui est un essai, j'interrogeais deux choses. J'interrogeais la transformation de la littérature en marchandise et la généralisation du marketing, et le fait que, de plus en plus, il fallait pour attirer les lecteurs, et au nom de la crise du livre, de la crise de la librairie et de la crise de je sais pas quoi, il fallait l'édition, disons en général, il fallait des scènes de plus en plus croustillantes, des auteurs de plus en plus stars, et des sujets de plus en plus, je dirais, si je disais prostitutionnels, c'est une attaque un peu violente, mais c'est un peu comme ça que je le pense quand même, enfin, en tout cas dans le sens du poil, et qui attire le lecteur en le faisant frétiller à l'idée des merveilleuses scènes sexuelles qu'il va pouvoir lire à longueur de page. Enfin, en gros, c'est à peu près ça le truc. Hein, ou alors le sentimentalisme, parce qu'on est aussi dans une période d'un sentimentalisme qui n'a d'égal que la dureté de la réalité. Enfin, qui d'ailleurs, comme le disait Flannery O'Connor, qui est ma troisième marraine, le sentimentalisme est toujours l'envers de la dureté, de l'indifférence. Et donc, la marche du cavalier, je disais, les femmes écrivains ont l'air d'avoir leur place dans le champ littéraire, or, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je partais d'une histoire que j'adore, et je vais me la re-raconter tellement je l'adore, qui est l'histoire de Nabokov. Alors, quand on dit qu'on n'aime pas Nabokov, déjà, on est à moitié fusillé, et on serait dans un pays totalitaire, on serait déjà mort, mais heureusement, on n'y est pas, donc on peut le dire. Donc Nabokov, ce triste personnage, faisait des conférences littéraires au demeurant magnifiques, c'était quand même un fin lecteur, et donc on lui avait commandé une conférence sur Jane Austen pour une université américaine, et il dit ah non, moi je ne fais pas de conférence sur Jane Austen, ça m'intéresse pas, ça m'ennuie, c'est une femme, et les femmes sont une autre catégorie. Alors cette phrase, les femmes sont une autre catégorie, j'ai l'air de rigoler, mais je l'ai entendu mais des dizaines de fois. Ah oui, non, mais ça, moi, je ne lis pas de femmes écrivains. Mais des gens vous disent ça, mais in your face, très gentiment, même avec amitié. C'est juste qu'on ne peut pas non plus... Mais ils vont le donner à leur femme, à leur cousine, à leur nièce, à leur mère, à leur tante, à leur qui veulent, mais pas eux. Ça, eux, ils ne peuvent pas. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est comme ça. Parce que c'est une autre catégorie. Et alors elle disait, Nabokov disait, donc en fait Wilson, il a obligé quand même parce que c'est lui qui payait, et donc ça c'est bien, le pouvoir et l'argent, on l'oblige, il lit, et il dit bon d'accord, Jane Austen n'est pas aussi nul que je pensais, c'est un écrivain, ça m'emmerde, parce que c'est une petite musique, c'est de la dentelle, c'est trop sensible, il n'y a pas assez de sexe, enfin en gros d'ailleurs on peut tourner comme on veut, au bout du compte il n'y a pas assez d'hormones masculines. Quoi faire? Ben ça c'est sûr. Mais est-ce que l'hormone masculine est déterminante dans la création? Aujourd'hui, si vous essayez de vous souvenir de qui sont les écrivains importants des années 80, des années 90, 2000, vous allez voir surgir des noms d'hommes. Et pour les femmes, et même moi qui suis quand même une militante de choc, une fois que j'aurais dit Marguerite Duras, Nathalie Sarraute et Marguerite Duras, j'ai commencé à tourner en rond et je ferai la liste de toutes celles que finalement j'ai retrouvées dans ma mémoire mais qui ont été sérieusement oubliées. Des femmes qui ont le choix entre être très agressives, très violentes, et ce qui n'est pas forcément... Enfin, c'est même pas un choix, parce qu'en fait, si on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça.
on peut le regretter, mais on n'y peut pas grand-chose. Et donc il y a cette espèce de choix, donc de pas choix, d'ailleurs c'est pas du tout ça, mais donc c'est vrai que ces femmes, surtout, ne sont pas entendues et surtout ne sont pas inscrites. Il y a la phrase, j'aime beaucoup une phrase qu'on dit au moment de Kippour dans la tradition juive, qui dit Gmar Atima Tova, que ton nom soit inscrit au livre de la vie. Je trouve, pour moi, c'est la phrase la plus, c'est une des plus belles phrases qu'on puisse proférer, qui dit vraiment quelque chose de l'humanité et de ce qu'on peut attendre de cette inscription. Et pour les femmes, il y a un problème. Alors, on dit, non, mais tu t'inscris avec les enfants. Oui, oui, je m'inscris avec mes enfants et je suis très contente. Mais c'est la transmission. La transmission et l'inscription, c'est pas la même chose. Je ressens le retour de bâton, mais très très fort. Parce qu'il y a eu des changements, c'est certain. Ils sont tous remis en cause, en tout cas pour ce qui concerne les femmes. Et si on considère, ce que je considère absolument, que la situation des femmes, la situation psychologique, morale, économique, je sais pas, psychique, à tout point de vue des femmes est un très bon baromètre de l'état d'une société, on voit bien que ça va pas bien. On voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit sur la famille, l'avortement, la solitude, le travail, bien entendu, la reconnaissance sociale, enfin, tous les domaines, dans notre pays, qui est censé être quand même très avancé par rapport à des tas d'autres pays dans le monde, eh bien, ça va pas bien. Et ne parlons même pas de comment ça se passe dans les trois quarts du reste de la planète, où là aussi on voit des reculs considérables au nom de la religion, au nom de plein de choses, mais je fais aucune différence entre l'engagement personnel à travers l'écriture ou la médecine ou la politique, puisqu'il s'agit toujours de la manière dont un individu dépasse justement son identité personnelle au service des autres, en même temps reste lui-même et préserve ses, ses principes en fait. Principe, ça a l'air con comme mot, mais c'est quand même ça. Donc Anna est écrivain et on va sûrement en reparler. Molly est médecin. Elle a un cabinet de quartier à Issy-les-Moulineaux, un cabinet où elle reçoit tout le monde. C'est quelque chose qui s'est, enfin, et où elle traite de tout. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé justement. La médecine a beaucoup changé dans les années 70. Il y a eu énormément, il y a eu la création de Médecins sans frontières, de Médecins du monde. Il y a eu beaucoup de jeunes médecins qui se sont engagés pour une santé différente et ils ont été confrontés d'ailleurs et aussi très violemment à des transformations qui les ont rejetés sur le rivage et des choses très douloureuses. Mais ces cabinets de groupe ont apporté énormément, je pense, à toute la société. Et moi, j'ai connu enfin beaucoup, j'ai eu pas mal d'amis médecins généralistes qui pratiquaient cette médecine différente. Et la médecine de quartier ou la médecine de campagne m'a toujours passionnée et je trouve qu'il y a beaucoup de rapports entre les médecins et les écrivains de ce point de vue-là parce que c'est une façon d'interroger, d'abord de s'intéresser aux autres, hein, de s'intéresser à leurs âmes et de sonder le mystère des existences, des destins. Et il y a quelque chose d'aussi mystique, enfin aussi, parce qu'on dit toujours Molly est réaliste, mais il n'y a pas moins réaliste que d'exercer la médecine dans un cabinet de campagne ou de quartier. C'est pas réaliste du tout. Une bagarre de Don Quichotte contre la maladie, la mort, les mauvaises habitudes et la misère. Donc c'est perdu d'avance de toute façon si on se met sur ce plan-là. Et pourtant c'est gagné d'avance aussi. C'est très important cette tension-là, ce dialogue-là. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des lettres, du journal, des carnets, des descriptions, de la voix intérieure, de l'une, de l'autre, des lettres non reçues de Marek Meursault qui est en prison, le point de vue sur Boris Yankel, qui est un personnage très important, parce que j'en ai pas parlé jusque-là, mais Boris Yankel, c'est un homme doux, un homme dont on ne sait pas très bien au fond ce qu'il fait, il regarde et il essaye de se rendre utile.
et il est assez contemplatif, mais justement le plus contemplatif est bizarrement le plus actif ici, puisque c'est lui qui va s'occuper d'un squat rue Vauquelin à Paris, où un certain nombre de familles africaines sans papier sont réfugiées, et qui va organiser les enfants. Je pense que je me suis pas rendu compte, parce qu'on écrit quand même beaucoup avec son inconscient, je pense que j'ai forcément eu la figure de Janusz Korczak dans la tête. Janusz Korczak qui avait accompagné des enfants juifs polonais à Auschwitz et mort avec eux. Et Boris, lui, il est dans le squat, il s'occupe de ces enfants africains et il va leur raconter des histoires. Il essaye de leur transmettre un imaginaire qui est le sien à travers des histoires qu'il leur raconte et qui sont des histoires du ghetto de Tchernovitz en Bucovine. Il essaye de faire ce pont, disons, entre ces malheurs-ci et ces malheurs-là, et qui sont quand même assez proches malgré tout. Il s'agit toujours d'exil, de violences barbares, et d'ailleurs les enfants le comprennent parfaitement et adorent les histoires qu'il leur raconte. Ce qui n'est pas forcément le cas des adultes, qui sont malheureusement moins... enfin, qui sont déjà plus abîmés, quoi. Là, je pense de manière très marxiste que ce qu'on fait influe sur ce qu'on est. Et à force de lire et d'écrire, on devient soi-même, d'abord un personnage légèrement de papier. Et de même que, je sais pas, si on fait de la menuiserie, ça a aussi des effets physiques, ça a des effets psychiques et physiques, qui fait que pour moi, quand je dialogue avec Marina Zvetaeva ou Anna ou vous ou quelqu'un que je rencontre dans la rue, c'est jamais que de la parole. C'est Eudora Welty qui racontait très joliment, Eudora Welty qui est un écrivain du Sud que j'aime beaucoup aussi, elle disait qu'elle était devenue écrivain en entendant des phrases, elle était petite fille, des phrases volées au-dessus de sa tête. Et donc elle les attrapait, et Duras dit un truc un peu comme ça aussi. Écrivain, ça veut dire attraper des phrases au lasso, hein. Aussi des sensations, des émotions, trucs, mais c'est quand même des phrases. Donc les phrases des gens qu'on entend dans le bus, les phrases qu'on est en train d'échanger, les phrases qu'il y a dans les livres, les phrases enfin, c'est jamais, c'est tout des phrases, quoi. Et on en fait, et je crois que c'est vraiment ça le boulot, ça fait une espèce de mélange. Et c'est vrai que très souvent, je ne sais plus du tout si la phrase qui me vient dans la tête, c'est une phrase que j'ai entendue dans le métro, que vous avez dite ou que j'ai lue dans un livre. Parce que c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Si elle est belle, c'est de la matière, exactement comme de la lumière pour un peintre. C'est ça que je cherche, quoi. Et donc, que ça vienne d'ici, de là ou de là, l'essentiel, c'est que ça va dans le livre. Et c'est comme ça que ça se passe. Pour moi, il y a un combat aussi, outre le combat politique ou le combat démocratique, il y a un combat esthétique qui est peut-être, en ce moment, je le ressens peut-être comme encore plus urgent. De dire, vous savez, le réalisme est un malentendu. La création, c'est des émotions qu'on tricote à partir de fils, de couleurs bigarrées, de choses qu'on a attrapées. Et on ne sait pas si on y arrive ou pas. Pas plus que le peintre ou le musicien ou le cinéaste. En revanche, on sait quand on fait rire. Parce que pour faire rire, il faut se faire rire soi-même. Mais réussir à densifier, à cristalliser les émotions les plus intenses, ça, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, on ne le sait que quand on est lu. Or, la société dans laquelle on vit, qui n'est pas totalitaire en apparence, puisqu'elle est libérale, fonctionne de cette manière qu'elle évacue ces interrogations-là en les rendant non désirables, non audibles. Dans la société totalitaire, il y a un seul objet, parce qu'il n'y a pas... On en fabrique un, il y a juste... il n'y a que des brosses à dents, voilà. Mais dans la société libérale telle que nous la vivons, il n'y a plus qu'un seul objet, parce qu'il n'y a que celui-là qui est désirable. Et donc les autres sons ne sont juste pas audibles. Et ça, c'est vraiment, comme disait Rosa Luxembourg, gardons la tête haute, les mauvais jours finiront, mais c'est très perceptible en ce moment. Il n'y a qu'une seule manière de dire, de penser,
qui est désirable. Et c'est en littérature en particulier. Donc ça, c'est stupéfiant. Et donc dire, il y a d'autres manières, il y a d'autres manières d'écrire les émotions, les sensations, il y a d'autres manières de décrire les relations entre les gens fragiles, vulnérables, vaincus. Le point de vue des vaincus, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas aussi inintéressant que ça, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a que pour la gloire, le triomphe et les honneurs, d'une manière. Et il y a aussi une place qui aujourd'hui est extrêmement contestée, selon moi, pour l'insolence. Faire rire ou rire, pour moi, ça a toujours été la... C'est ce qu'on partage, le rire. C'est vraiment, quand il y a du conflit, en plus quand il y a de la contradiction entre les parents et les enfants, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, entre les riches et les pauvres, si on arrive à en rire, on est sauvé. Et si on arrive à en rire, on n'est pas dans la barbarie. Je pense qu'il y a une... Si on arrive à rire ensemble, le barbare, il ne rit pas ensemble, il rit contre, etc., etc. Donc pour moi, le rire ensemble, il est absolument central, et presque, oui, oui, c'est l'essence même de ce à quoi je crois. Quoi. Quand on dit toujours que le mot d'esprit, la politesse, du désespoir, je ne sais pas quoi, admettons, hein, j'en sais rien. En tout cas, c'est certain que moi, quand j'arrive à rire, c'est gagné. Quand j'arrive à faire rire, c'est encore plus gagné. Il y a une colère et un partage. Quand vous riez de je ne sais pas quelle situation comique d'ailleurs, vous riez avec quelqu'un, vous lui dites j'ai vu telle chose, on m'a raconté telle chose, rions-en, on le partage et on le dépasse, on le transforme en fait. Alors dans le livre, le personnage comique principal, c'est la mère. Alors, je m'en suis pas du tout rendu compte au début, cette mère Mélanie, qui est une arménienne, très excentrique, très extravertie et assez dur à cuire, même très dur à cuire, qui est donc une exilée dure à cuire, ce qui est assez répandu. Eh bien, Mélanie a envahi, pas envahi le livre, mais a pris son petit espace. C'est la mère donc de Anna et Molly, et elle a plusieurs caractéristiques, elle n'en a absolument rien à faire. Elle est antidémocrate, elle, profondément, ce qui la rend du coup assez drôle. Elle n'en a rien à foutre de rien ni de personne, et elle veut jamais payer. Donc c'est un peu la clé du personnage, et elle en a qui va avec le fait d'en avoir rien à foutre. Elle ne reconnaît pas le travail des autres, elle ne reconnaît pas l'existence des autres, ça ne l'intéresse pas, et donc c'est une espèce de souveraine aristocratique et cocasse. C'est Duras hein, qui décrivait sa mère de cette manière imprévisible, impondérable, un peu terrifiante, et quand même une source d'énergie inépuisable. Mélanie est une bombe d'énergie. Moi, je ne me lassais pas, j'aurais pu écrire encore 20 chapitres de Mélanie, mais elle aurait vraiment bouffé le livre, mais parce qu'elle est prédatrice. Ouais. Elle me fait rire, comme la mère de Flannery O'Connor aussi. En fait, peut-être il y aurait une typologie des mères d'écrivains qui n'a pas été faite, enfin, des mères des femmes écrivains en tout cas. Et c'est quand Flannery O'Connor parle de sa mère, lui disant qu'il serait temps qu'elle écrive autant n'importe le vent, parce que ce qu'elle écrit, franchement, ça fait chier tout le monde, et qu'elle-même s'est endormie, page 7, quand Marguerite Duras parle de sa mère, qui n'était pas spécialement agréable non plus. Il y a énormément de portraits qui sont très très intéressants, et qui sont un peu différents des portraits que des écrivains hommes, évidemment, ont fait de leur mère. Le mot cellule. C'est très drôle le mot cellule. D'ailleurs, c'est un mot qui est finalement assez joli. Hein. Et au départ, alors c'est drôle, c'est que effectivement la cellule est très polysémique, hein, puisqu'il y a la cellule biologique, la cellule familiale, la famille cellulaire. Aujourd'hui, dans les partis politiques, on ne parle plus de cellules. Hein, on parle de section qui n'est pas tellement mieux, qui est drôle aussi, la section. Et puis la cellule politique et la cellule de prison. Alors en fait, je crois que c'est de la cellule de prison qu'il faut parler, parce que tous les personnages, en particulier les garçons d'ailleurs, sont hantés par la prison et l'enfermement. Et alors c'est intéressant parce que c'est un imaginaire qui a pas mal disparu aujourd'hui. Mais tant mieux par certains côtés. Mais qui va avec l'engagement politique quand même. Quand j'avais 20 ans, le risque de se retrouver en prison à cause de ses idées, et même pas tant de ses actes d'ailleurs que de ses idées, était une chose extrêmement présente. Et
nous lisions, et les personnages lisent les écrits de prison de Rosa Luxembourg, de Gramsci et même de Silvio Pellico, et ça pourrait être d'ailleurs de Diderot, parce qu'il y a en prison quelque chose de la réduction à soi-même, quoi, de renvoi à soi-même, ce qu'on est, ni plus ni moins, et de la confrontation. Et donc Marek Meursault explique à sa compagne Anna qu'il veut aller en prison. Et d'ailleurs, il va pas être déçu parce qu'il va y aller, que bon, ça va lui coûter cher, mais il veut y aller parce qu'il dit aussi que quand il sera en prison, il pourra vraiment être confronté à lui-même et lire et écrire d'une manière qu'il n'a jamais pu faire autrement. Ce qui est, elle, Anna, n'est pas d'accord du tout avec ça. Et elle dit, mais enfin, tu es fou, les prisons, c'est horrible. Elle a parfaitement raison, évidemment. Et il y a eu une interrogation, en plus, l'interrogation autour de la prison, Michel Foucault, Arlette Farge, c'est énormément aussi développé. Il y avait aussi à l'enfermement, enfin, tout ce qui est lié à l'enfermement a eu lieu dans ces années-là. Donc c'est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, on y revient à travers l'interrogation sur le Goulag, sur les îles Solovki, sur ce qui s'est passé dans les années 37-40 en Union soviétique, ce qui est arrivé avec les dissidents qu'on évoquait tout à l'heure. Et on est renvoyé à ça, d'ailleurs. Et on est renvoyé à ça parce que et je pense que si on s'intéresse tellement à ça, c'est qu'on est renvoyé à une interrogation sur la manière dont des intellectuels, en l'occurrence nous, ou des écrivains, ou des penseurs, ne sont pas à l'abri de la violence politique, et pas seulement sous la forme du nazisme ou des formes les plus barbares, mais même des formes moins exterminatrices, mais néanmoins décisives. Faire de sa vie la matière des illusions à décrire, c'est le cas de toutes les vies. C'est dire le propre, d'une certaine façon, de la démarche romanesque même, de toute démarche romanesque, parce que toutes les vies, quelle qu'elle soit, de la vie du roi Hérode, je ne sais pas pourquoi c'est le roi Hérode qui me vient d'ailleurs, à la vie d'un paysan de Burkina Faso, et de toute façon déceptive, passant de la jeunesse à l'âge mûr, à la vieillesse et à la mort. Et de toute façon, c'est le procès même de la vie, avec bonheur, malheur, transmission, déception, désillusion, surprise, choses inattendues, création, etc., etc. Mais donc, et surtout, ce qui est important, c'est à décrire, parce que quand on décrit, on transforme. On transforme et on est protégé de cela, à la fois parce qu'on le comprend, parce qu'on le raconte, parce qu'on le transmet, parce qu'on l'abolit. Et c'est ça pour moi la littérature.